Vous êtes bien sur la chaîne Basket Session Reverse, nouvel épisode du CQFR. Actualité light, mais on a quand même trouvé des sujets à aborder. On va commencer, Shai, par Lonzo Ball. Lonzo Ball qui se remet un peu à parler, qui se remet à s'entraîner. Lonzo Ball est à peu près sur le retour et du coup, pour annoncer, entre guillemets, son retour, il est revenu sur un moment de sa carrière où il s'est carrément senti le meilleur meneur de la ligue. Ouais, bah, c'était alors moi j'irai pas jusque-là, mais je comprends ce qu'il veut dire. Donc c'était la période juste avant le covid. Il l'a raconté dans le podcast, What an Experience dans lequel enfin c'est le sien d'ailleurs, hein, c'est son podcast. Il est revenu sur le fait que déjà, il faut rappeler aux gens que Lonzo Ball n'a pas joué au basket depuis janvier 2022 avec 3 opérations totales au genou. On l'a déclaré, quasiment inapte à la pratique du basket. Il avait du mal à se lever, à se lever de. Enfin, il y avait l'espèce de brouille avec Stephen A. Smith, tu sais, qui Ouais. disait qu'il pouvait pas se lever de sa chaise et machin. Enfin, rien de très encourageant malheureusement pour sa carrière. Et donc il est revenu sur la période juste avant. Et c'est vrai, on en parlait souvent. Peut-être que si on regarde les premiers podcasts, ça doit dater à peu près de cette période-là. On dit que Lonzo est devenu un des meneurs les plus fiables de la ligue parce qu'il défendait bien, parce qu'il shootait de manière fiable aussi. Et donc ce qu'il dit est intéressant. Tu vois, il dit euh, pour évidemment teaser un peu son retour quand même. Il dit dès que je parviens à trouver mon rythme, quelque chose se passe mal. Soit je me blesse, soit l'année où j'étais à New Orleans, c'est le Covid qui a surgi de nulle part. Si vous repensez au mois qui a précédé le Covid, si vous me demandez, je pense que je suis le meilleur meneur de la ligue. Et quand tu regardes les stats, bon après c'est subjectif, un meilleur meneur de la ligue, mais c'était la meilleure fenêtre de sa carrière, je pense. Sur tout le mois de mars 2020, il a presque 21 points, presque 8 passes, presque 8 rebonds et plus de 2 interceptions de moyenne. Aujourd'hui, tu fais ça, tu peux être élu joueur du mois en NBA, je pense, ou joueur de la semaine, ou peu importe. Mais il a que 26 ans et je trouve que c'est bien parce que ça permet de se projeter sur son éventuel retour qui aurait déjà changé des choses à Chicago Ah bah oui. s'il avait pu jouer et qui changera peut-être quelque chose pour Chicago dans l'espèce d'entreprise de reconstruction qu'ils ont amorcé, quoi. Et ça, voilà, ce passage-là, cet extrait rappelle que Lonzo Ball alors c'est pas un gâchis parce que c'est pas de sa faute, mais un petit what if dont on espère qu'il deviendra un joueur, un joueur qui peut enchaîner les matchs et les saisons parce que c'est un super joueur de basket. C'était une équipe qui a été un temps dans le top 4 de la conférence Mm. Est, alors conférence toujours parfois un peu plus faible ou un peu plus ouverte, mais les Bulls ont été très bons avec Lonzo, et même ses stats quand il joue sont presque injustes entre guillemets dans le sens où Lonzo, comme il revient à chaque fois de blessure, il a toujours besoin d'un peu de temps pour se mettre dans le rythme. Donc il y a des matchs un peu ratés, un peu de maladresse, et puis d'un coup il monte en puissance et là tu te dis ah ouais il est vraiment fort. Et puis c'est le moment où il se repète généralement. Et c'est vrai que là le mois dont tu parles, 21-8-8, tu commences à prétendre à un statut quoi. Tu es effectivement meilleur meneur de la ligue. Bon, quand même, il y a Stephen Curry, il y a Luka Doncic, il y a Damian Lillard, il y a du monde en NBA qui peut prétendre à ce statut, et même à l'époque, en 2020, qui pouvait prétendre à ce statut. Mais Lonzo Ball, et tu l'as dit, c'est un vrai joueur fiable. Moi, c'est un joueur que j'adore. Il a plein de qualités. C'est un meneur qui peut jouer sans le ballon. On l'a souvent moqué sur son shoot au début de sa carrière. Il y avait beaucoup de trucs sur son shoot, mais c'était à Chicago. Alors, il n'a pas joué beaucoup de matchs, hein, je sais, avec les Bulls, mais en 35 matchs avec les Bulls, il est à 42% de réussite à 3 points quand même. Voilà, Moi, c'est un échantillon très faible, mais c'est un joueur qui mettait vraiment dedans. moi, je lui voyais une trajectoire toute proportion gardée avec un joueur que j'adore, Jason Kidd, qui a son début de carrière à 3 points, c'était vraiment sa limite. Il shootait pas ou il shootait mal. Et il s'est avéré qu'il est devenu bon, il a joué longtemps aussi, mais un des shooters les plus prolifiques à 3 points de l'histoire de la NBA. Et il a travaillé ce secteur-là et il est resté le super passeur qu'il était déjà, le très bon défenseur qu'il était, et il a amélioré ce point-là. Donc moi, je voyais Alonso, encore une fois, toute proportion gardée, quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire un meneur très très complet, capable d'être à droit à 3 points, de défendre bien. C'est un super passeur. Enfin, la vision de jeu, faut se rappeler quand même, c'est un excellent passeur, tu vois. Et il était arrivé en NBA avec l'espèce de hype désagréable autour de la pub qu'on avait fait son père et tout. Et au final, on s'est aperçu que c'était un vrai très 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 bon joueur de basket. Avec le début aux Lakers, qui était compliqué. Mais moi, j'espère vraiment, franchement, je touche du bois pour lui. J'espère qu'il va pouvoir jouer, qu'il va pouvoir rejouer et que cette blessure au genou, elle est derrière lui maintenant. Ouais, moi aussi, ouais. Tu vois, qui non seulement rejouer, mais redevenir même un joueur majeur. Tu vois,
On voit Ben Simmons qui était un joueur phénoménal, dont les blessures au dos, l'handicap à ce point, on n'est pas sûr qu'il retrouvera un jour son niveau. La question peut se poser aussi pour Lonzo. Et c'est quand même des mecs qui apportent. Lonzo, ma prédiction pour Lonzo, c'était notamment par rapport à Lamelo. J'aimais bien comparer les deux en disant Lamelo, ça sera le All-Star. D'ailleurs, c'est le cas, il a déjà devenu le All-Star. Mais Lonzo, c'est le genre de mec qui sera le meneur d'une équipe qui va loin en fait. Parce que de toute façon, tu peux l'associer à une star parce qu'il sait jouer sans le ballon. Il pousse la balle, il met du rythme, il voit bien le jeu, il a une très bonne qualité de passe. C'est un très bon shoot. C'est devenu un très bon shooter à 3 points au spot-up. Il est grand, il peut défendre sur plusieurs positions. Il a tout pour briller dans cette NBA en fait. Et ça serait vraiment dommage qu'il puisse pas faire carrière à cause de ses genoux. Pour voir s'il a les genoux, quoi, parce qu'il y a. Ouais. Malheureusement, on a vu des exemples un peu par le passé, des joueurs super talentueux. Pareil, c'est pas le même joueur, mais tu vois, Brandon Roy, ses genoux, finalement, ils ont jamais pu lui permettre de revenir, à part sur une campagne de playoff un peu hors du temps, tu vois. Mais après, il peut y avoir, je repensais à des joueurs gravement blessés qui ont mis du temps à revenir. Sean Livingston, par exemple. Livingston, ouais. Tu vois, Sean Livingston, c'était une blessure horrible, pareil. Il a frôlé l'amputation, le mec, donc c'était gravissime. Lonzo, c'est 3 blessures à répétition, 3 opérations parce que ça se soignait pas bien. Je veux dire, s'il fait une carrière à la Sean Livingston, une deuxième partie de carrière, ce sera déjà tout bien, tout gagné, tu vois. Lui demander de redevenir, selon ses propres termes, le meilleur meneur NBA, je pense que c'est se mettre trop de pression quand tu as eu des blessures aussi graves. Donc, le voir retrouver un rôle dans une rotation d'une équipe très compétitive, franchement, déjà, ce sera bien. Et Sean Livingston, il était passé par, après sa traversée du désert, par des équipes de transition, comme le sont peut-être les Bulls pour Lonzo Ball, parce que les Bulls vont pas jouer le titre dans un avenir proche. Donc, le voir se reprendre confiance et montrer qu'il est fiable sur les prochaines années, peut-être avec Chicago, et après, peut-être retrouver une franchise qui joue quelque chose et dans laquelle il peut avoir un rôle important. C'est une belle comparaison, j'y ai pensé aussi. Ouais. Et ces deux anciens pics très hauts, tu as deuxième choix pour Lonzo, je crois que c'était quatrième, Sean Livingston, puis grosse blessure et ensuite une carrière de role player, de mentor, de joueur important sorti de banc ou dans le 5 majeur. Ça serait effectivement une belle carrière pour Lonzo. On espère qu'il pourra enchaîner les matchs. Je te propose qu'on commente ensemble, en plus tu les as pas vus, les prédictions des experts, donc c'est le nom qui se donne, des experts ESPN, des experts NBA ESPN sur chaque trophée. Donc voilà, ils ont donné un peu leurs favoris. Ils ont voté. Je vais juste préciser que j'ai eu connaissance de 2 des trucs parce que j'ai vu le titre. Ouais. Parce que c'était sur Wembanyama, je sais qu'il était favori de 2 catégories. Voilà, c'est tout ce que. Pour le reste, effectivement, j'ai pas consulté, donc ça va être au pifomètre. Voilà, donc nous, on va donner un peu nos avis sur sur leurs prédictions et voir pourquoi tel ou tel mec, on arrive à y croire. Et nous, bien sûr, plus tard, on a encore un peu de temps, on se fera un podcast sans doute avec Théo où là, on donnera vraiment nos prédictions et nos avis sur la saison à venir. On peut commencer par le MVP. Alors, donc le MVP en titre, c'est Nikola Jokic. Eux, cette année, ESPN, leur vrai favori pour le MVP, ce serait Luka Doncic. C'est celui qui a récupéré le plus de voix, d'assez loin d'ailleurs, de première place dans les votes d'ESPN. Là, Luka Doncic, il arrive en tête de quasiment un bulletin sur 2. Ouais. Deuxième, c'est Nikola Jokic. Et troisième, Shai Gilgeous-Alexander. Donc, on est sur les 3 joueurs qui étaient déjà le top 3 de l'an dernier. Alors, pas dans cet ordre-là, mais si je dis pas. C'était Luka Doncic était troisième. Hein, oui, il était troisième. Ensuite, on a un peu plus loin, il y a du Anthony Edwards, du Giannis, du Joel Embiid, du Jason Tatum, du Anthony Davis. Il y a même une voix pour Ja Morant et une voix pour Kevin Durant. C'est moi qui ai voté pour Ja Morant. Le retour. Shai qui est expert ESPN. Ouais, bon. Est-ce que là, pas forcément de surprise, est-ce que ça te semble à peu près cohérent? Qu'est-ce que tu en penses? La seule surprise, c'est peut-être de voir Joel Embiid aussi bas, parce qu'avant qu'il se blesse, il était dans la course pour faire le back-to-back l'année dernière. Sinon, les 3, oui, maintenant, on a des usual suspects tous les ans. Doncic, Jokic et Shai, ça me paraît assez sûr. Après, derrière, Edwards peut peut-être franchir le cap. Giannis aussi, c'est un peu bas parce que c'est pareil, sur une saison où Milwaukee va peut-être être meilleur, on va se rappeler qu'il est quand même bien chaud. Et derrière, avec ce que tu as dit, celui-là, ça me paraît plutôt cohérent. Ja Morant, il faudrait vraiment que Memphis fasse une saison de malade. Je la souhaite et je pense qu'ils vont revenir de manière assez surprenante. Mais MVP, si tu te rappelles, il y a une saison où j'ai mis Ja Morant MVP et c'est là qu'il a commencé à sortir les guns. Donc je vais rester prudent. En tout cas,
Bien vu, c'est vrai pour Embiid et Antetokounmpo, j'y ai pas pensé, Mmh. mais c'est vrai que ça peut être bas, notamment, c'est vrai qu'Embiid, les Sixers, s'ils finissent très haut placés à l'Est, il y aura une vraie volonté enfin, il y aura une vraie logique sur le fait qu'il soit candidat. Pour le coup, là, Embiid, tu vois, il a que 5% de première place, il a que 8 points dans leur barème. Ouais. Jokic en a 40. L'écart est peut-être un peu trop, 61 pour Luka Doncic. C'est Bon, plus le fait qu'Edwards soit tu m'as dit qu'il était 4e Edwards? Edward, il est quatrième, il a eu 15 Ouais, points. pour être devant dans les tendances, il doit pas être devant Embiid et Antetokounmpo pour moi. Mais après Je suis assez d'accord avec toi. voilà, mais c'est du détail. Il va faire une saison peut-être monstrueuse. C'est un joueur fantastique. Mais tu vois, sur le côté, il faut l'alliage d'un très très haut classement, de stats surnaturelles maintenant, parce que tu sais que Jokic, Doncic et même Shea, ils vont faire des stats surnaturelles. Et même Yanis quelque part, et même Embiid. Donc pour être devant ces mecs-là, il faut vraiment envoyer du lourd, je pense. Donc c'est compliqué pour lui. Allez, le rookie de l'année, largement en tête, là encore, ils ont un joueur qui arrive largement en tête. Ouais. D'ailleurs, moi j'ai le même, c'est Rich Shepard. Ouais. Rich Shepard qui prend 62% des premières places, 74 points dans leur barème. Deuxième, ils ont Zach Edey. Et moi, Ah ouais. mais moi, j'y crois aussi. Je pense que c'est un vrai candidat au rookie de l'année parce que je pense qu'il va avoir des vraies stats dans une équipe qui sera pas mauvaise. Mmh. Je pense que Zach Edey, il a un vrai shot pour être rookie de l'année. Je sais que beaucoup de gens l'imaginent dans un rôle purement de mec qui joue 15 minutes, je ne pense pas. Je pense que Zach Edey va être plus intéressant que ça. Troisième, Donovan Clingan. Quatrième, Stephen Castle. Ensuite, il y a Rob Dillingham. Et plus loin, Alex Sarr et Les Zachary Français. Rezaché qui ont fait 8 points chacun. Donc les D'accord. deux premiers choix de la draft ne sont pas perçus comme des candidats au rookie de l'année. En fait, nos Français, ils inspirent tellement peu confiance à tout le monde, aux Américains et même un peu aux Français, hein, même à nous. Personne d'entre nous je pense, ne mettra Alexa ou Zachary Rizaché rookie de l'année, que j'ai l'impression qu'on peut être que agréablement surpris maintenant. Tu vois, ils C'est vrai. sont capables de faire une saison très surprenante positivement et d'être plus près de la discussion que ce qu'on pense. Voilà, c'est mon petit pronostic. Rich Shepard, oui, parce qu'il y aura de la production, il y aura du scoring, même s'il sort du banc, il y aura du scoring. Et moi, je mets Klingan un peu devant Zach Edey au niveau des chances parce que c'est Portland et que j'ai vu déjà un peu en Summer League le type de stats qu'il pouvait faire. Je pense il sera solide. Il faudra qu'il soit titulaire d'abord, hein, Ouais, Klingan. bien sûr. C'est C'est mieux. pas à gagner, hein. C'est C'est pas mieux. gagné. Il y a des André Ayton devant lui. Moi aussi, je pense que Klingan, c'est un candidat au rookie de l'année. Parce que de toute façon, il y a peut-être même un moment où déjà, il y a un potentiel de duo avec Scoot Anderson que je trouve très intéressant. J'aime bien en fait l'arrivée de Donovan Klingan au Blazers, je vous cache pas. Ça m'aurait gêné qu'il soit pris en 3, mais en 7, je trouve que ça devient un joueur. Enfin, il y a un statut différent. Et Zach Edey, pour revenir dessus, je pense vraiment que Zach Edey, je sais qu'il est plus grand qu'Ivica Zubac, donc il n'est pas forcément aussi mobile. Et la NBA est en train de revenir un petit peu quelque part sur certains trucs de taille. Mmh. Bien sûr qu'il va être exploité par moment, sa taille va être exploitée, va être ciblée. On en parlait d'ailleurs dans le podcast sur Rudy Gobert. Bien sûr qu'il va être ciblé par moment, mais les Grizzlies vont jouer, je pense, en drop. On a la chance d'avoir un Jaren Jackson Jr. avec qui il peut bien coller. Moi, je pense que Memphis va l'utiliser, ce gars-là, et qu'en fait, il est prêt physiquement à mettre des points en NBA. Peut-être qu'il sera juste à 9-10 points par match, mais on est sur une QV faible, ou s'il est par exemple plus près des 12-13, QV faible. QV Mmh. statistiquement faible, potentiellement, en tout cas dans la course au Roy. Zach Edey, avec 12-13 points par match, il est dans la course au Roy, en fait. Et je pense qu'il sera. Alors, je ne sais pas si je l'imagine à 12-13, peut-être pas jusque-là, parce que je pense qu'il y aura des soirs plus difficiles, mais je pense que c'est un joueur qui va avoir un impact sur les Grizzlies. Très possible, très possible. Cette course-là, c'est une des plus difficiles elle est Ouais. très difficile à prédire, tu vois. C'est pour ça que là, pour le coup, c'est du pifomètre. J'aurais même rajouté un Carrington de Washington aussi. Je pense qu'il va faire des stats, tu vois. Mais bon, on verra bien. Écoute, Castle quatrième, tu m'as dit, Ouais. c'est un peu haut. Je sais pas si au niveau des stats, Moi, je l'aime bien, moi. j'aime bien. Il sera fort. Ce sera peut-être un des tout meilleurs de la QV, hein, mais pour la course au Roy, je suis pas sûr. Après, les stats, c'est pas juste faire des stats, hein, parce que si tu fais des stats dans une équipe qui gagne 15 matchs, généralement, tu n'as pas le rookie de l'année. Sauf si tu es vraiment le meilleur rookie de ta promotion. Mais si tu es à 16 points par match, mais que ton équipe a gagné 15 matchs, tu n'auras pas autant de valeur, je pense, qu'un joueur qui tourne à 12 points dans une équipe qui a gagné 35-40. Ouais. De mémoire, en tout cas, sur les dernières saisons, hein. Après, il y a généralement toujours maintenant un mec qui est fort, en plus dans une équipe qui n'est pas trop ridicule. Tu vois, Kate Cunningham, je crois qu'il s'était peut-être blessé sa saison rookie, Kate Cunningham. Mais
Bonne question, je me rappelle plus. Mais C'est laquelle qui l'a manqué? je vais regarder quand même sa saison rookie. Et non, et tu vois, il joue 64 matchs. Il est à 17 points, 5 rebonds, 5 passes. Donc, tu vois, des stats que par exemple, j'ai oublié, c'est Carrington. Oui, c'est Carrington. Ouais. Que je pense est un potentiel outsider pour le Roy. Tu vois, je suis assez d'accord avec toi. Mais tu vois, je suis pas sûr que Carrington il aura ses stats. Peut-être il aura les 17 points, mais est-ce qu'il aura aussi les 5 rebonds 5... Enfin, à voir. Et pourtant, il est que 3e du rookie de l'année cette année-là. Mais bon, il y avait plus de concurrence. Si je donne pas le contexte, il y avait forcément. C'est l'année avec Scotty Barnes et Evan Mobley. Évidemment, il y avait plus de concurrence. Allez, le Deepoy. Et là, justement, on revient sur Wembanyama, t'en parlais. Le favori absolu d'ESPN, c'est Wembanyama. Il prend 67% de première place, 76 points, loin devant tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que Rudy Gobert est 2e quand même du vote de ESPN. 3e, c'est Bam Adebayo. 4e, Anthony Davis. Et là, il y a un paquet de gars, je vais te les citer. Michael Bridges, Ro Holiday, Joel Embiid, Draymond Green, OG Anunoby, Giannis, Caruso, Jackson Jr., Mobley, Herb Jones, Jalen Brown, Chet Holmgren. Il y a plein de gars qui ont reçu des votes. Un seul, il y a très peu de votes pour Chet Holmgren par rapport à de votes pour Wembanyama. Petit outsider pour être au moins sur le podium de la catégorie. Je suis assez d'accord. Je dis pas, à mon avis, je le sens bien. Après, c'est un trophée où, Victor, il sera logiquement s'il fait une saison complète. Tu vois, il a fini 3e dans une équipe qui avait un bilan assez catastrophique, enfin très très négatif. Je veux dire, s'il gagne plus de matchs l'année dernière et qu'il est toujours aussi impactant défensivement, ce qui, à mon avis, en NBA sera le cas, il sera pas très loin de la première place, à mon avis. Et Rudy sera je pense aussi dans le top 5 parce qu'à lui seul, en saison régulière, surtout, il fait la différence. Adebayo mérite d'être dans le top 3 dans les prévisions aussi parce que c'est un défenseur incroyable. T'as dit Anthony Davis aussi, c'est pareil. S'il continue d'être aussi fiable, il y sera. Et les autres, c'est un peu de la théorie, quoi. Je relis l'idée dans l'esprit des joueurs eux-mêmes, c'est le meilleur défenseur, mais t'as l'impression qu'il gagnera jamais, quoi. Ouais, j'ai l'impression que les mecs, les intérieurs qui contrôlent à la Wembanyama ou à la Holmgren vont être très très souvent cités dans les prochaines années. Et je pense que Wembanyama il va prendre beaucoup de trophées en peu de temps sur le Deepoy. Après, ça va se calmer. Il y aura peut-être une notion de ah non, mais si on continue comme ça, on va lui en donner 10. Mais je serais pas surpris que genre en 5 ans, il en prenne 3. Tu vois, un truc comme ça. Et Holmgren, moi je pense qu'il sera dans le top 3. Je parie comme toi en fin de saison si le Thunder est bien classé. Et à l'inverse, Rudy Gobert, je pense, ne sera pas dans le top 3. C'est mon avis perso. Mais non pas parce qu'il ne le mériterait pas, mais si les Timberwolves ne font pas une excellente saison régulière, il y aura ce truc de se dire ah bah non, on met pas Gobert. La lassitude, de toute façon, la lassitude dans tous les lassitude du vote. Les mecs ils veulent plus donner. Puis alors Jack, c'est pas le joueur le plus aimé. Alors faire de lui le joueur avec le plus de DPI de l'histoire de la NBA, tout seul, sans être ex aequo avec Ben Wallace et Dikembe Mutombo, les mecs ils vont dire non, c'est pas possible. Donc s'il y arrive, c'est que vraiment il a fait une saison de malade et il est capable de la faire. Allez, 6e homme, Malik Monk qui arrive en tête, 38 points. Égalité avec Alex Caruso, ils ont 38 points chacun. En fait, ils sont 3 à avoir les premières places. C'est Malik Monk, Alex Caruso et Naz Reid qui est le lauréat en titre. Ouais. Derrière, il y a un peu de Rémi Raquez, TJ McConnell, Bobby Portis, Russell Westbrook, Bogdan Bogdanovic, José Alvarado, Norman Powell. Petit outsider Westbrook. À Denver, s'il trouve bien sa place en production, ça peut être pas mal, mais Caruso, il est haut un peu parce que j'adore l'idée, parce que pour moi, il est ultra valuable comme 6e homme. Là, surtout au KC, ça va être cool, mais je sais pas s'il a la tête du mec qui gagne le trophée de 6e homme, tu vois. C'est plus, Malik Monk, c'est presque pas normal, mais avec sa production l'an dernier, je m'attendais à ce qu'il gagne, et au final, c'est Naz Reid qui a mérité aussi sa victoire. À mon avis, il va se venger cette année. Hein. Ok, j'étais persuadé que c'était Malik Monk. C'est vrai que là, en fait, je t'ai dit le Naz Reid lauréat du trophée, donc mon cerveau, mais tout à l'heure on en parlait en off avec Théo, je pensais que c'était Monk qui avait déjà gagné cette saison. Non, c'est Naz Reid. Ouais. Mais c'est vrai, mais du coup je pense que Monk, mais Monk c'est l'énorme. Ouais. Il y a un truc intéressant parce qu'au final, qui gagne le 6e homme, c'est pas forcément le plus intéressant à commenter, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une voix pour CJ McCollum. Ah bon? Donc, il y en a qui voient CJ McCollum en potentiel remplaçant. Et moi, je pense que ce serait ce qui serait de mieux pour les Pelicans. Je ne sais pas s'il démarrera la saison sur le banc, mais avec l'arrivée de Dejounte Murray, je ne suis pas sûr que j'aimerais faire jouer Murray et McCollum nécessairement ensemble dès le début du match. Après, en fin de match. Ils ont peut-être des infos sur la rotation à venir des Pelicans, les gars d'ESPN.
À voir. Mais ça serait, par contre, s'il est remplaçant, ce serait une vraie cote aussi pour le trophée de meilleur sixième homme. Il y a mais ils ont voté pour Alvarado aussi, tu m'as dit, non? Il y a pas Alvarado dans le Et je crois qu'il y avait une voix. Il y a une voix pour Alvarado. Ouais, il y a plusieurs voix même pour Alvarado. OK. Il a même terminé en tête de certains votes, Alvarado. C'est pas bon d'avoir une équipe de 6e homme, attention. Ouais. Allez, le MIP, C'est celui là qui arrive en tête au nombre de points, c'est Wembanyama. Wembanyama qui serait la plus grosse cote. Deuxième, Jalen Williams. Il y a un truc que je capte pas. Il y a des mecs. Alors, dans les premières places, ceux qui ont reçu beaucoup de premières places, mais moins de deuxième, troisième, Kate Cunningham, il a reçu autant de premières places que Victor Wembanyama. Et Kobe White, il a reçu autant de premières places que Victor Wembanyama. Il y a aussi Vassell qui est cité, Sengun, qui était déjà là l'an dernier, Haliburton, Kuminga, Suggs, Barrett, Jalen Johnson d'Atlanta, Jalen Green des Rockets. Jalen Johnson, pareil, déjà cité l'an dernier. Je capte pas un peu ce qu'ont voulu faire les experts sur ce trophée. Je Parce comprends pas. qu'eux-mêmes savent pas, personne En fait, sait, eux-mêmes savent pas. Ouais. quels sont vraiment les critères, quels sont, il y a plein de définitions, c'est quel type de palier tu as passé, enfin c'est le trophée fourre-tout, de toute façon, il est pas bien défini et ça dépend des saisons et moi déjà par défaut, je le donnerais jamais et pourtant ça arrive souvent et ça arrivera peut-être l'année prochaine. Je donnerais pas un sophomore, enfin ça me paraît tellement évident qu'un sophomore soit en progression par rapport à sa saison rookie que bon, je trouve ça un peu bizarre. Presque des joueurs vraiment très jeunes, ça me dérange un peu, mais bon. Parmi ceux que tu as cités, ouais, Kate Cunningham, ses stats sont déjà pas mal. Je sais pas s'il va réussir à les augmenter vraiment. Ça va dépendre du bilan aussi collectif des Pistons. Moi, je vois bien parmi les gens que tu as dit, peut-être ouais, genre Cam Thomas, tu vois. Parce que ses stats, s'il est titulaire et que ça va être une équipe pour lui, il va faire des stats de malade et il va un peu s'imposer. Les autres, j'ai plus de mal à l'envisager, quoi. Sengun, ses stats sont déjà top. Je sais pas. En fait, ce que je trouve dommage sur Cam Thomas, c'est qu'est-ce que c'est une progression? Est-ce que c'est Ah juste non. plus Ah oui. d'opportunités, tu vois? Wembanyama, ça dépend du niveau qu'il atteint, j'imagine. S'il devient tout de suite une superstar, ce qu'il est déjà médiatiquement, mais si dans le jeu, on se dit ça devient tout de suite l'un des 10 meilleurs joueurs de la ligue, je comprendrais la volonté de lui donner le MIP. Jalen Williams, j'aime bien. Je trouve que le cap de star, All-Star à gros All-Star, il est dur à passer. C'est peut-être même un des plus durs à passer dans cette ligue. Et si Jalen Williams fait ça, déjà, je pense que le Thunder sera encore plus un candidat au titre. Et là, je serais tenté de lui donner le MVP. Je comprends pas pourquoi les experts ont cité Kobe White. Le mec est déjà très haut placé dans le classement de l'an dernier. Ça veut dire qu'il l'imagine encore passer un cap. Il était à 19 points par match. Je suis pas sûr que Kobe White, il ait un deuxième cap dans les jambes. Même Sengun, qui finit très haut l'an dernier, je comprends pas trop ce qu'il fait là. Ouais, comme tu as dit, peut-être c'est le fourre-tout, ils savent pas qui mettre et du coup, je sais pas, des fois il y a des trucs, ça m'échappe. Bon. Allez, on peut finir avec le coach de l'année. Leur favori, c'est Tom Thibodeau et Marc Daigneault. Les deux arrivent avec le même nombre de points. Non, quoique. Thibodeau a plus de points, mais les deux font le même nombre de premières places. Thibodeau, Daigneault. Joe Mazzulla aussi prend 19% de première place. Donc les trois, ils ont fini à 19% de première place. Ensuite, il y a du Greg Popovich, Kenny Atkinson, Nick Nurse, Taylor Jenkins, Spoelstra, Ime Udoka et Jamal Mosley de Orlando. Ok. Thibodeau, je suis un peu surpris, moi. Moi aussi, parce que généralement, on le donne à une équipe qui a surpris, qui a dépassé les attentes en saison régulière. Exemple avec Marc Daigneault l'année dernière, qui l'a mérité, hein, qui a du très bon travail à OKC. Thibodeau, il va falloir réussir à faire beaucoup mieux à surprendre cette année. C'est-à-dire que, pour moi, à moins que les Knicks, ils caracolent en tête de la conférence Est, je les attends quand même dans peut-être top 4, top 5 max. Donc, je vois pas en quoi ils vont réussir à surprendre. Daigneault, ça va être dur de faire mieux aussi parce que OKC, pour finir aussi haut que l'année dernière, déjà, ça va être compliqué. Mazzulla, les Celtics, ils sont attendus tout là-haut. Peut-être Popovic, tu citais Popovic. Si les Spurs se qualifient en playoff, ils vont dire ouais, il a fait des merveilles. Il les a fait passer d'équipes pourries à qualifier en playoff. Moi, voilà, pour rester sur les Grizzlies, si ma théorie se confirme, c'est-à-dire que les Grizzlies reviennent à un niveau intéressant et se qualifient pour les playoffs, Taylor Jenkins, qui a été un super coach sur les premières années à Memphis avant que ça rentre dans le rang et qu'il y ait ce creux, ça peut être un outsider intéressant, moi, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je comprends pas trop. Je viens d'y repenser, mais peut-être pareil dans ma théorie où Houston progresse fort cette année, Udoka, il a la tête du coach de l'année aussi. Même Budenholzer, tu sais, généralement, quand il y a un truc qui remarche, quand il y a un nouveau qui arrive. Thibodeau, il l'a déjà eu en 2021. Il l'a eu deux fois en 2011 et 2021. C'est récent, tu vois. J'ai du mal à comprendre. Je pense même que New York va être attendu mieux que top 5. Hein. Au niveau des attentes,
qu'elle soit réaliste ou non, je pense que les Knicks, là, avec les transferts qu'ils ont fait, c'est visé. Ils ont fini deuxième. Tu peux difficilement viser en dessous, en fait. T'es deuxième et tu te renforces. Donc, tu peux pas te dire, je vais finir quatrième, quoi. Je pense que l'idée, c'est d'être une des 2 meilleures équipes de l'Est. À part si les Knicks terminent en tête de la conférence Est avec 60 et quelques victoires, ce qui me semble peu probable, je vois pas trop comment Tom Thibodeau sera rookie de l'année, coach de l'année, coach de l'année. Moi non plus. On peut enchaîner, on va bientôt terminer, on va finir même là-dessus avec un petit jeu qui nous est proposé par Théo, enfin un petit jeu. Théo a regardé la liste des salaires en NBA et il nous propose de trouver le top 10. C'est ça Théo? C'est exactement ça. Salut à tous. Ouais, donc l'idée, c'est voir un petit peu si vous arrivez à nous sortir les 10 plus gros salaires pour la saison prochaine. Alors, qui veut se lancer? Je veux dire Stephen Curry en 1. Bonne réponse, 55 761 000 $. Donc effectivement, meilleur salaire, plus gros salaire pour la saison prochaine. Ouais, après, on va pas prendre trop de risques. Il doit y avoir Jokic, parce qu'il avait signé son gros contrat là. Vous êtes très bon, exactement. Jokic, 51 415 938 $. Et attention, parce qu'il est ex-aequo au centime près avec un autre joueur. LeBron? Non, c'est Non, pas LeBron qui est troisième. LeBron est 14e. 14e à 48 millions. Embiid? Embiid, absolument. Ah, Et c'est assez marrant parce que la saison prochaine sera pareil, c'est au dollar près, ils ont exactement le même salaire. Les 938 $ sont importants, attention. Exactement, donc ça c'est le top 3, Stephen Curry, Nikola Jokic, Joel Embiid. Ok. il doit y avoir Bradley Beal, alors il doit être dans le top 5, ou donc pas loin. Pas mal, 5e, 50 millions de dollars, 5e Bradley Beal. Oh, c'est cher, putain. Alors attends, de ce coup, c'est sûr qu'il y a Kevin Durant aussi. C'est bon, juste Et au-dessus, 4e. Ah, 4e, ok, voilà. Il y a Je Booker pensais aussi, alors, je pensais qu'il est moins que Bill. Parce Alors, qu'avec leur record de masse salariale, il y a Booker aussi alors dans le top 10. alors, Kevin Durant, 51 millions, et effectivement, Devin Booker est 7e à 49 millions. 3 joueurs. Ah ouais, la masse Ils salariale. ont 3 joueurs dans le top 10. Jason Tatum ou Jalen Brown. Jalen Brown, Jalen Brown, il a signé sa prolongation. Est-ce que c'est déjà. Allez, je vais dire Tatum. Celle de Tatum, elle s'active. Le salaire, il augmente l'année suivante, je pense. Donc là, c'est peut-être encore Brown. C'est Brown, effectivement, qui est devant. Brown est à 49 700 000 $, donc il est 6e juste devant Devin Booker. Et sur la saison prochaine, Tatum n'est que 39e à 34 millions parce que la prolongation n'a pas encore, commencé. Ouais. Il y a Luka. Attends. Tatum, il est drafté en 2017. Non, donc Luka, il est drafté après. Luka, c'est pareil, c'est pas encore activé. Ouais, c'est pas encore activé. Il vous en manque plus que 3. Oui, Yanis, t'as raison. Yanis, t'as raison, non, c'est sûr. 12e, non 48 millions de $. Lui, Lillard. aussi, il y a prolongation l'année prochaine. Lillard, 13e, 48 millions aussi. Est-ce qu'il n'y a pas 4? Qui est drafté? Mais oui, Il y a 4. Karl Anthony Towns, 8e, il est à 49 205 000 $. Okay. C'est qui la draft 2016? C'est Jalen Brown? Ouais. Et qui d'autre? C'est il qui Il vous manque 2 anciens coéquipiers en 9 et 10. Me dis pas que Ben Simmons. Non. 2 anciens coéquipiers. Paul George et Kawhi. Mais oui, exactement. Joué. Et là aussi, au dollar près, 49 205 000 $ et 800. 49 205 800 $. Vous avez été très bon, très très bon. Ouais, on est meilleur que ce que je pensais. Ouais, non, c'est bien. Il n'est pas si mauvais sur les salaires. Avant qu'on se laisse, j'aimerais parler d'une dernière chose, d'une petite histoire qui nous a été envoyée par mail par Valentin Tiercelin qui a 24 ans. Valentin, il est passionné de basket, mais il joue aussi au basket. Il joue dans plusieurs équipes même d'ailleurs. Il joue en région, il joue avec Sciences Po et il joue aussi en équipe de basket adapté. Valentin est donc autiste. Il y a quand même une équipe dont on lui refuse l'accès, c'est l'équipe de France de basket adapté. On lui refuse l'accès pour une question de catégorie et notamment de QI, c'est-à-dire que Valentin est autiste, mais il est déclaré handicapé à plus de 80%, mais il a un QI très élevé. Or, sur le basket adapté, sur les catégories, maintenant, il n'y a pas de basket adapté dans les compétitions internationales pour les personnes autistes avec un haut QI, c'est-à-dire que le basket adapté est réservé à ceux qui sont considérés comme déficients mentaux, donc avec moins de 75 de QI. Et donc évidemment, Valentin, malgré
le fait qu'il joue très 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 bien au basket et qu'il a un très bon niveau au basket, il peut pas jouer en équipe de France. Et ça, on peut imaginer la frustration que ça provoque. Et surtout, il y a une espèce de forme d'injustice. Les catégories ont été faites après. Je ne sais pas si tu avais vu ce film, Shai. Il y avait l'équipe d'Espagne qui avait triché aux Jeux Ouais. Olympiques de Sydney. Alors, j'ai pas vu le film, mais je me souviens quand c'est sorti en fait le film, et je me souviens de la bande-annonce. Ils avaient envoyé une équipe de personnes valides, voilà. Ouais, il y avait un seul mec qui était vraiment handicapé dans l'équipe. Et du coup, j'avais envie de dire, ça ressemble vraiment à un truc d'Espagnol, c'est un gros cliché, mais de gros cliché des Espagnols tricheurs. Mais bon, voilà, depuis cet événement, il y a eu des catégorisations, et donc Valentin, il se retrouve pénalisé à cause de ça. Et ce qui se passe, c'est que ce qu'il explique, c'est quand même les autistes, on leur conseille généralement de ne pas faire de sport collectif parce que justement leur handicap les pénalise sur la compréhension du jeu ou surtout sur la compréhension des autres, en fait, sur les rapports avec des autres dans un sport collectif. Comprendre les intentions, il explique que comprendre les intentions des coéquipiers ou lire le jeu ou se placer peut être très difficile. Et lui, il a fait un très gros travail là-dessus et il voit ça comme quelque chose d'inspirant. À raison, je pense. Ouais. Son histoire est inspirante pour tous ceux à qui on dit ah non, mais vaut mieux pas que tu fasses un sport collectif, fais un sport individuel. Et voilà, donc on voulait vous partager un peu cette histoire. On va surtout vous relayer le portrait qui a été fait par la chaîne Swishy. Le portrait est très intéressant, avec notamment une interview de Valentin Tiercelin. Et on va aussi vous partager la pétition pour que justement les catégories puissent évoluer et qu'ils puissent jouer en équipe de France de basket adapté. Ce qui est fou, il explique justement dans l'interview qu'il avait faite avec Swishy, là, c'est que lui, il a refusé de tricher aux examens. Il pourrait très bien tricher et se faire passer pour déficient intellectuel sous 75 de QI, mais qu'il y en a d'autres qui font ça et qui vont participer aux compétitions de basket adapté, et que lui, non, lui, il a essayé d'être honnête et qui, du coup, il peut pas faire il est considéré comme peut-être trop compétent, trop intelligent, alors qu'il a d'énormes difficultés et challenges dans la vie de tous les jours aussi, qui sont résolus en partie grâce au travail qu'il a fait sur le terrain de basket. Donc, c'est vrai qu'il nous a envoyé un message et ça nous a pas mal touché. Et on espère qu'il aura gain de cause parce que l'instance qui gère le sport adapté fait un peu le mort pour l'instant et lui a pas donné de réponse à sa requête et sa demande de dérogation. Voilà. Ouais, exactement. Donc voilà pourquoi effectivement on voulait partager cette histoire. On va se laisser là-dessus. On vous met tous les liens de toute façon dans la bio, j'imagine Théo, dans la description. Et on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. Bonne journée à tous. Ciao.